Diane Keaton, la muse excentrique d'Hollywood, l'emblème de la sophistication des années 1970. La femme dont le sourire à la fois timide et provocateur a fait tomber le monde entier amoureux. Mais derrière cette image radieuse se cache une vie cousue de silence, de désir et de déchirements silencieux. Sa relation de 20 ans avec Al Pacino ne s'est pas terminée par un incendie, mais par un silence. Peu après, elle a perdu le seul homme qui l'ait jamais aimé inconditionnellement, son père Jack Hall, emporté par une tumeur au cerveau. Aujourd'hui, à 79 ans, Diane se trouve au crépuscule de sa propre légende. Sa mémoire vacille comme un projecteur à court de pellicule. Ses mains tremblent. Sa voix dérive entre lucidité et rêve. La femme qui a réinventé l'image de la féminité à Hollywood vit aujourd'hui entourée de fragments, instantanés lettres échos d'applaudissements qui s'estompent dans le crépuscule. Pour comprendre comment la femme qui n'a jamais été choisie est devenue le symbole éternel de l'endurance, nous devons retourner là où tout a commencé. Dans la petite maison de Los Angeles, tachée par la pluie, où elle a appris pour la première fois à sourire à travers la ruine. Los Angeles, fin des années 1950. Une minuscule maison au toit de tôle, inclinée dont les murs jaunes sont marqués par de vieilles fuites. La petite Diane Hall est recroquevillée à côté de sa sœur, écoutant le vent siffler à travers le cadre de la fenêtre tordue. Chaque nuit, elle se réveille au son ténu des pleurs de sa mère dans la cuisine, le tintement d'une louche contre une casserole, un rythme fatigué, qui autrefois aspirait aux applaudissements, mais qui aujourd'hui suit le rythme de la solitude. Son père Jack Hall, un ingénieur civil réservé, parle rarement. Son silence pèse plus lourd qu'une réprimande. Sa mère Dorothy Hall, qui a déjà été couronnée Madame Los Angeles, rayonnante et adorée. Los Angeles, rayonnante et adorée, se tient désormais dans une cuisine étroite où un rideau défraîchi filtre le soleil. À cette époque, l'Amérique enseigne à ses filles que le bonheur appartient au foyer. C'est ainsi que Diane grandit au milieu de rêves étouffés et d'un désespoir tranquille. Elle craignait l'immobilité de sa mère, la résignation inexprimée dans ses yeux. Et elle s'est faite une promesse silencieuse: je ne vivrai pas la vie de ma mère. À l'école, elle était l'enfant étrange à la voix douce et distante. Elle ne savait pas plaisanter et ne cherchait pas à se fondre dans la masse. Elle restait des heures dans la cour de récréation à regarder les nuages dériver. Les amis s'éloignaient, les professeurs soupiraient. Mais à l'intérieur d'elle, un nouveau monde se formait, un monde où les femmes pouvaient crier, pleurer, exister sans s'excuser, sans. Un jour sur la scène d'un petit lycée, ce monde s'est ouvert. En jouant Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir, Diane a senti quelque chose s'enflammer. Sous les lumières vives, le public s'est tu, et la jeune fille silencieuse a enfin pris la parole. Chaque réplique qu'elle prononçait était plus qu'une performance. C'était une libération. Quelques années plus tard, elle quitte la Californie avec une seule valise et un rêve impossible. New York l'accueille avec un vent mordant des chambres exiguës et la solitude qui suit toujours le courage. Elle est serveuse, chante faux dans les bars de sous-sol, vie de soupe instantanée et de persévérance. Chaque soir, se regardant dans un miroir fissuré, elle se souvient du visage de sa mère, beau lumineux et assombri par le conformisme. Et un soir d'hiver, les mains tremblantes, elle a changé son nom de Diane Hall en Diane Keaton, prenant le nom de jeune fille de sa mère, à la fois comme une rébellion et un hommage. Par ce petit geste, elle a clos une histoire et commencé à en réécrire une autre. L'histoire de deux femmes, l'une oubliée l'autre qui s'est jurée de ne jamais l'être. New York, début des années 1970. Après des années de refus et de salles d'audition enfumées, le moment est arrivé. Modeste, presque accidentelle. Lorsqu'elle est entrée sur le plateau de tournage du Parrain en 1972, les lumières halogènes lui ont piqué les yeux. Elle ne pouvait pas savoir
que le rôle de Kay Adams changerait sa vie à jamais. Devant la caméra, elle ne jouait pas, elle se souvenait. Chaque regard nerveux, chaque silence dans son interprétation de l'épouse négligée porte l'écho de sa propre enfance. Cette cuisine, ce silence, cette endurance. Elle incarnait sa mère, la femme qui souriait à travers les ombres pour que d'autres puissent se tenir dans la lumière. À la sortie du film, le parrain Hollywood s'est arrêté. L'étrange jeune fille au doux regard de défi est devenue l'emblème de la tristesse tranquille. Mais ce n'était que le début. En 1977, Annie Hall voit le jour. Et avec lui, Diane Keaton est entrée non seulement sur la scène des Oscars, mais aussi dans l'immortalité cinématographique. Les chemises amples, les gilets d'homme, les chapeaux inclinés, tout son look défie les conventions. Son sourire mi-faible, mi-audacieux est devenu une révolution. Elle ne s'habillait pas pour impressionner, mais pour protéger. Chaque col roulé était une armure. Chaque paire de lunettes surdimensionnées était un bouclier entre elle et un monde qui exigeait la perfection. Hollywood l'a saluée comme le visage de l'indépendance, la femme, qui a fait de la vulnérabilité une forme de force. Pourtant, peu de gens connaissaient la vérité qui se cachait derrière les applaudissements. Après chaque séance de photos pour un magazine, elle retournait dans son appartement tranquille, se démaquillait et se regardait seule dans le miroir. Pas d'alliance, pas de pas dans le couloir, juste l'écho d'un rire qui s'évanouit dans le silence. La célébrité, a-t-elle dit un jour, c'est comme une fête à laquelle je n'ai jamais été invitée. Je reste là à sourire, puis je me fonds dans la foule. Ah! Elle apparaît partout, sur les couvertures, les scènes et les écrans. Et pourtant, la solitude s'accroche à elle comme un parfum. Elle a plongé dans des rôles non pas pour se cacher d'elle-même, mais pour survivre. Car lorsque le monde ne l'aimait qu'à l'écran, elle devait continuer à jouer pour être vue. Sous les lumières aveuglantes et les applaudissements sans fin, Diane Keaton semblait avoir tout ce qu'il fallait. La célébrité, l'admiration, l'héritage. Mais derrière ces lumières vivait la même fille fragile de la maison au toit, qui fuit, essayant toujours de transformer le silence de sa mère en chanson. Mais alors que les projecteurs s'éteignent derrière elle, un autre vide s'ouvre discrètement. Elle ne savait pas qu'au sommet de sa gloire, le destin lui préparait une rencontre qui changerait sa vie à jamais. En 1971, dans le froid humide du film, le parrain Diane Keaton rencontre Al Pacino. L'espace d'un instant, ils ont eu l'impression que le monde autour d'eux s'était arrêté de tourner. Dans la faible lueur des lumières du studio, deux personnes portant les blessures de leur enfance se sont reconnues sans un seul mot. Elle radieuse, espiègle, désireuse d'être aimée et prise dans ses bras. Il était calme et distant, prudent devant les émotions qu'elle lui offrait si librement. Entre eux, ce n'est pas une étincelle, mais une flamme qui brûle lentement et qui consume peu à peu la fragile paix que Diane avait construite en elle. Tout au long du tournage, Diane s'est perdue dans un monde où la ligne de démarcation entre le jeu et la vie s'est graduellement dissoute. Lorsqu'elle regardait Pacino à l'écran, le regard de Kay Adams vers Michael Corleone n'était plus une performance, c'était une confession. « Je me suis entichée de lui dès le début », a-t-elle dit un jour, comme si elle confessait un beau péché auquel elle ne pourrait jamais échapper. Pacino, génie froid et énigmatique, ne l'a jamais admis, mais ne l'a jamais nié non plus. Ils n'ont pas besoin d'aide ni de promesses. Entre eux, il y avait le silence, un silence si épais qu'il pouvait étrangler la respiration elle-même. L'amour, si l'on peut parler d'amour, existait comme un morceau de musique qui n'était jamais terminé. Lorsque les caméras ont cessé de tourner, lorsque les applaudissements se sont éteints, Diane est restée dans des chambres d'hôtel vides, attendant un appel qui n'est jamais venu. Elle l'a aimé, avec tout ce qu'elle avait de tendrement dévoué, jusqu'à ce qu'elle se perde dans les espaces silencieux entre eux. Le parrain, c'était tout pour, a-t-elle avoué un jour. Les mots semblaient doux, mais ils étaient la dernière volonté d'un cœur qui n'a jamais été exaucé. Ils n'ont jamais été un couple officiel.
Ils n'ont pas partagé de photos. Ils n'ont pas participé à des cérémonies de remise de prix ensemble. Mais chaque fois que leurs regards se croisaient à nouveau, les gens pouvaient ressentir un chagrin sans nom, comme deux planètes en orbite l'une autour de l'autre, mais qui ne se touchent jamais. Le parrain, troisième partie. Rome, 1990. Une vieille villa baignée par la lumière du soleil de l'après-midi. Ils vivent ensemble, mangent ensemble, rient et se taisent. Elle croyait que cette fois-ci, il dirait enfin ce qu'elle avait attendu toute sa vie. Mais lorsque Diane lui a posé un ultimatum, « Épousez-moi ou c'est fini », Pacino est resté silencieux. Il est sorti de la pièce, laissant la porte entr'ouverte, et ce silence a été plus lourd que le tonnerre. Peu de temps après, Diane apprend que son père, le seul homme qu'il ait jamais aimé inconditionnellement, est en train de mourir d'une tumeur au cerveau. Elle est tombée librement dans deux abîmes, la perte et l'abandon. Elle a passé des heures en thérapie, à essayer de démêler les fragments de ses émotions brisées. Je l'ai supplié de m'aimer comme je l'aimais, dit-elle, la voix brisée, comme si les mots étaient restés coincés dans sa gorge pendant des années. Une simple phrase qui contient pourtant toute la vie d'une femme qui n'a jamais été choisie. Pacino, un génie, mais brisé. Un homme né pour fuir tout ce qui pourrait le lier. J'évite les portes qui peuvent mener à la douleur, a-t-il dit un jour. Mais Diane, dont le cœur ne savait pas comment se rendre, a continué à se tenir devant cette porte, attendant qu'elle s'ouvre, jusqu'à ce qu'elle réalise finalement qu'elle ne s'ouvrirait jamais. Après cela, elle a cessé d'attendre. Plus d'amants, plus de rencontres. À 50 ans, elle adopte 2 enfants, comme si elle sauvait son propre cœur par un autre type d'amour plus pur, qui ne demande rien en retour. Mais dès lors, ses rôles ne relèvent plus de la fiction. À l'écran, les femmes que Diane est devenue portaient toutes ces cicatrices fortes, fières, silencieusement brisées. Dans la vraie vie, elle souriait toujours, plaisantait toujours cachée, les nuits blanches sous un maquillage parfait. « J'ai toujours choisi les mauvais hommes », a-t-elle admis un jour. Peut-être savait-il que je n'étais pas quelqu'un de facile à aimer. Puis, en 2017, lors de la cérémonie de remise du Lifetime Achievement Award de l'American Film Institute, sous des lumières éblouissantes et des applaudissements qui semblaient interminables. El Pacino est monté sur scène. Sa voix tremblait légèrement, comme si le temps lui-même payait sa dette. « Je t'aime pour toujours », a-t-il dit. 4 mots seulement. La salle entière se tait. Diane sourit. Elle ne pleura pas, non pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle avait déjà pleuré toutes les larmes qu'elle avait versées au cours de ces longues années d'amour sans contrepartie. L'homme qu'elle avait le plus aimé ne lui appartiendrait jamais, mais cela n'a pas réduit l'amour. Il s'est transformé en une cicatrice sacrée, une symphonie mélancolique qui a traversé toute une vie où l'un avait besoin de liberté pour exister et l'autre d'amour pour respirer. Diane Keaton n'a jamais cessé d'aimer. Elle a seulement appris à cesser d'attendre. Et dans ce lâcher-prise, elle a trouvé sa plus grande force pour transformer la tragédie en témoignage, le chagrin d'amour en héritage. Parce que certains amours n'ont pas besoin d'une fin pour devenir éternels. Ils ont seulement besoin d'un cœur assez courageux pour supporter l'absence. Et Diane Keaton a porté ce cœur toute sa vie. Alors que Diane Keaton ramassait tranquillement les morceaux d'un amour de 20 ans, avec El Pacino, le destin lui a asséné un second coup plus cruel, plus profond, et au-delà de toute rédemption. Son père Jack Hall, le seul homme qui ne l'ait jamais quitté, est atteint d'une tumeur au cerveau. Au moment même où Diane réalisait qu'elle n'aurait jamais le genre de famille dont elle avait rêvé, l'homme qu'il aimait du plus pur amour de sa vie s'éloignait lentement. Cette perte nous a cruellement rappelé que les personnes que nous aimons profondément ne sont pas toutes à notre disposition. Jack n'était pas seulement un père. Il était chez lui la seule lumière qui brillait dans les nuits les plus sombres de Diane. Il n'a jamais essayé de la ranger, n'a jamais exigé d'elle qu'elle soit plus douce, ne lui a jamais demandé de se rapetisser pour entrer dans un moule. Il lui a donné la liberté, lui a appris à être différente, à oser être sauvage, à oser échouer. Et sa mère, la femme qui a enterré ses propres rêves sous les tabliers et le bruit des ustensiles de cuisine, était l'image que Diane craignait le plus de devenir. Mais Jack lui était la preuve vivante que l'amour pouvait être doux, sans être possessif. Lorsqu'il est parti,
Diane n'a pas seulement perdu son père. Elle a perdu le dernier fil qui la reliait à son moi le plus authentique. Les mois suivants, Diane a erré dans sa propre maison comme une ombre. Elle ne se regarde plus dans les miroirs car le reflet qui la regarde est une femme qu'elle ne reconnaît plus. L'intelligence et l'esprit qui avaient autrefois charmé le monde s'étaient repliés sur eux-mêmes, tranchant comme une lame le peu de confiance qui lui restait. Dans des interviews ultérieures, Diane a admis que c'est à cette période qu'elle s'est vraiment effondrée non seulement seule, mais comme si une partie de son âme était morte. Une mort sans larmes, seulement un silence qui s'étendait à l'infini. Elle en est venue à penser qu'elle n'était peut-être pas destinée à être choisie, ni par Pacino, ni par son père, ni par personne. Je pense que personne ne comprend ce que l'on ressent quand on n'est jamais le premier choix de quelqu'un. Elle a dit un jour sa voix rauque et cassante, comme du vent brisé. La phrase était simple mais imprégnée de l'hiver interminable de sa vie. Pas les Oscars, pas les louanges. Ce sont les chambres vides, les appels sans réponse, les silences trop longs qui la hantent le plus. Elle a découvert que la vraie douleur n'est jamais dramatique. Elle mijote tranquillement, implacablement, cruellement, comme l'eau qui use lentement la pierre. À la mort de son père, Diane a compris la plus dure des vérités. Il n'y a pas de personne qui restera toujours. Sur les cendres de son chagrin, Diane a entamé un lent voyage vers la renaissance non pas pour être aimée à nouveau, mais pour apprendre à exister seule. Elle n'attend plus que quelqu'un la sauve, qu'une main se tende vers elle. Après une vie passée à aimer sans être aimée, à donner, sans être choisie à voir partir ceux qu'elle désirait. S'éloigner les uns après les autres, Diane a construit un empire silencieux, un monument de survie. Sa fortune dépasse les 100 millions de dollars, mais pas un seul centime ne provient de l'amour. Chaque mur, chaque toit, chaque maison a été acheté dans la solitude. Brentwood, le manoir de 30 millions de dollars, était plus qu'une simple maison. C'était une confession faite de briques et de lumière. Aucun mari ne l'avait jamais embrassée dans cette cuisine. Aucun enfant n'a jamais laissé d'empreinte de main sur ces murs. Aucune tasse ne s'est jamais assise côte à côte. Chaque espace qu'elle créait était d'une beauté à couper le souffle et d'un vide dévastateur. Pour Diane, la beauté n'a jamais été synonyme d'appartenance. Même ses voitures rutilantes racontaient la même histoire de parfaits chevaux d'acier fonçant dans le soleil couchant pour s'immobiliser dans un garage éclairé pour une seule personne. Elle a restauré de vieilles maisons, préservé l'architecture et aimé des bâtiments avec la même dévotion que celle qu'elle avait autrefois accordée à Al Pacino, de manière totalement vulnérable et désespérée. Chaque restauration était un acte d'expiation, une prière, pour que si les gens ne pouvaient pas se garder l'un l'autre, au moins la beauté puisse être sauvée. Diane Keaton a passé sa vie à sauver de vieilles maisons alors que personne ne l'a jamais sauvée. Elle créait des chefs-d'œuvre, mais il n'y avait jamais de main à tenir pour les célébrer. Jamais deux séries de pas n'ont résonné sur le même sol en marbre. Sa collection privée de photos est remplie de visages, de silhouettes et d'espaces vides, tous formant une gravure tragique de la solitude d'une femme autrefois adulée par le monde. Et puis, à 50 ans, elle a adopté 2 enfants, non pas en raison d'un tic-tac de l'horloge biologique, mais par peur d'être oubliée. « Je ne veux tout simplement pas quitter ce monde », a-t-elle murmuré, sa voix se dissolvant dans le vent. C'est peut-être la phrase la plus belle et la plus douloureuse jamais prononcée par une femme. La fortune de Diane Keaton est immense, mais ce que les gens retiendront, ce n'est pas le nombre, c'est le coût. Elle a construit sa vie avec des briques mélangées à des pertes. Chaque maison qu'elle a construite était une tombe pour quelque chose qui n'a jamais existé. Personne n'a jamais ouvert une valise à côté d'elle. Personne n'a jamais dit « Ceci est à nous ». Et lorsqu'un jour son testament sera lu à haute voix, les gens parleront des chiffres, mais la véritable valeur résidera dans ce que personne ne peut voir, tout ce qu'elle a dû perdre pour créer tout cela. À 79 ans. Diane Keaton ne vit pas seulement dans une maison. Elle vit dans un monde fait de silence, d'une douleur devenue pierre et de désirs qui n'ont plus besoin de mots.
Le manoir de Brentwood à Los Angeles, où elle a choisi de se réfugier, est plus qu'une demeure. C'est un sanctuaire de la mémoire, un miroir reflétant une vie qui a subi trop de pertes. Chaque carreau, chaque cadre de fenêtre, chaque rayon de lumière glissant à travers le mince rideau semble raconter l'histoire d'une âme qui a été brisée à de nombreuses reprises et qui a pourtant trouvé le moyen de se relever en utilisant uniquement ses propres mains. Son seul compagnon dans ces après-midi sans vent n'est pas un homme, mais un chien de race mixte, sauvé, loyal, doux et étrangement compréhensif. Il la suit partout, s'arrêtant près du canapé chaque fois qu'elle s'assoit tranquillement pour contempler le jardin. Peut-être sent-il aussi ce que les humains ne demandent jamais sur les espaces que l'amour a laissés derrière lui. De temps en temps, ses enfants, Dexter et Duke, rentrent à la maison. Ils sont grands, maintenant créatifs, chaleureux et gentils. Ils ne sont pas les héritiers de sa fortune, mais la preuve vivante que Diane était toujours capable de planter de l'amour, même après que la vie l'ait dépouillée du droit d'être aimée. Leurs rires emplissent la cuisine, où aucun amant n'est jamais resté après le dîner, faisant fondre le mince brouillard de tristesse qui s'était installé depuis longtemps dans la maison. Sa vie est désormais une sorte de paix, imprégnée de larmes si silencieuses que chaque souffle porte en lui le goût de l'existence. Chaque matin, alors que la ville dort encore, elle prépare une tisane et marche pieds nus dans un jardin rempli de lavande et de jasmine. La chaleur de la terre, le parfum des premières lueurs du soleil composent ensemble une douce symphonie pour une femme qui n'a plus besoin d'applaudissements. Elle pratique le yoga, chaque mouvement étant lent et délibéré, comme pour s'excuser auprès d'un corps qui a trop souffert. Sur la table, son journal est toujours ouvert. Personne n'est autorisé à le lire. Il contient des réflexions silencieuses sur son passé, sur ce qu'elle était, et sur les recoins de son âme qu'elle n'ose toujours pas toucher. Parfois, Diane ressort un vieux scénario, non pas pour revivre la célébrité, mais pour se souvenir de la sensation de vivre comme quelqu'un d'autre, puis de ramener ses émotions dans sa propre vie. Certains après-midi, elle retourne sur ses chantiers de restauration, traversant des couloirs poussiéreux, parlant doucement aux ouvriers, comme si elle leur transmettait quelque chose de plus grand que l'art, un fragment de sa propre mémoire. Diane n'est plus le visage devant la caméra, mais l'esprit derrière, consultant pour des documentaires, arrangeant l'éclairage dans les musées, reconstituant des histoires qu'elle seule sait raconter. Elle est toujours payée, reçoit toujours des éloges, mais elle ne se produit plus que pour un seul public. Les choses mêmes qui l'ont autrefois brisée sont devenues la source de sa force. Des décennies d'abandon, d'incompréhension et de silence se sont cristallisées en une étrange forme de liberté, une fierté tranquille, qui n'a pas besoin d'être validée, une possession de soi que seuls ceux qui ont tout perdu peuvent comprendre. La thérapie m'a sauvé, a-t-elle dit un jour. Je pleurais le matin et je filmais le soir, faisant semblant d'être la femme que le monde adorait, alors qu'il était impossible d'atteindre quelqu'un au fond de moi. Le temps, à sa manière, a émoussé la lame, et aujourd'hui, lorsqu'elle rit, ce rire est rauque, mais douloureusement réel. Elle plaisante sur les névroses de Woody Allen, sur l'impulsivité de Pacino, sur l'absurdité de l'amour lui-même, et sur la chose même qui l'a brisé, tout en lui permettant de continuer à croire. Détester le chagrin d'amour, dit-elle, mais ne jamais regretter l'amour. Peut-être que cette seule phrase suffit à expliquer toute sa vie, pourquoi elle accepte encore de petits rôles oubliés, pourquoi elle plante encore un cèdre, même si personne ne veut s'asseoir dessous, pourquoi elle apparaît encore sur les couvertures des magazines, non pas pour faire étalage de sa beauté, mais pour dire « Je suis encore là, je suis encore vivante, je suis encore moi ». Diane Keaton n'est plus définie par les prix ou la célébrité. Ce qui brille en elle aujourd'hui, ce n'est pas le glamour, mais la vérité. Elle est devenue une icône, non pas parce qu'elle est célèbre, mais parce qu'elle a osé être différente. Une icône pour les femmes qui ne se sont jamais mariées, pour les âmes qui se sont fissurées, mais qui chantent encore pour les artistes qui choisissent la profondeur plutôt que les feux de la rampe. Aujourd'hui,
Elle se produit dans de petits auditoriums, s'adressant à des étudiants, à des inconnus, à des personnes qui cherchent une raison de continuer à vivre. Lorsqu'il lui demande comment vivre une vie sans les histoires d'amour habituelles, Diane sourit simplement et dit « Je n'ai aucune idée de ce que je fais, j'ai perdu, je me suis trompé, je suis tombé, mais j'ai continué à construire. Et à la fin, j'ai construit quelque chose qui porte ma propre marque. Pas de fioritures, pas de faux semblants, seulement une vérité brute et assaisonnée, chaleureuse et sans phare. Et c'est grâce à cette vérité qu'elle donne, non pas par des discours ou des titres, mais par des chèques discrets, par des lettres manuscrites tremblantes. Elle finance des programmes de thérapie pour des femmes âgées oubliées, préserve l'architecture du milieu du siècle et soutient de jeunes artistes à Santa Ana, l'endroit même qu'elle avait rêvé de quitter. Pas de plaque nominative, pas de remerciements publics, seulement des ondes de gentillesse rayonnant d'un cœur autrefois vide, parce qu'elle sait mieux que quiconque ce qu'est ce vide. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que Diane Keaton laisse derrière elle, non pas sa richesse, non pas sa célébrité, mais la preuve qu'une personne peut survivre à la solitude et transformer le silence en une forme de paix, une paix que l'on ne peut atteindre qu'après avoir tout perdu et avoir choisi d'aimer le monde avec douceur, constance, et sans avoir besoin que quiconque en soit témoin. Même la célébrité. La scène autrefois illuminée par chaque clin d'œil, chaque souffle, chaque battement de cœur de Diane Keaton, s'est maintenant éloignée devenant une flamme plus douce et plus silencieuse. Elle ne brûle plus, elle réchauffe. De temps en temps, cette flamme s'anime encore, mais pas pour éclairer Hollywood, plutôt pour empêcher son âme de se refroidir. Elle a vécu assez longtemps pour comprendre que même la gloire peut être aussi froide que le métal. Aujourd'hui, Diane ne semble plus être célébrée. Elle prête sa voix à des films d'animation, fait des apparitions fugaces dans de petits projets sincères et indépendants, non pour les applaudissements, mais pour renouer avec le sentiment. Quand les lumières s'éteignent, elle disparaît doucement comme un souffle qui se dissout dans le crépuscule. Vous la trouverez peut-être dans un petit café où les rires silencieux se mêlent au tintement des tasses en porcelaine, dans des musées vides où les couleurs sur les murs résonnent plus fort que les pas, ou sur un toit où un verre de vin rouge et une brise passagère dans ses cheveux suffisent à lui rappeler qu'elle existe encore. J'aime être entourée de petits groupes. Elle dit son sourire faible, ses yeux distants, comme si chaque moment de présence portait en lui la peur de disparaître. Elle participe à des réunions d'anniversaire discrètes, où l'écharpe qu'elle porte autour du cou raconte des histoires que personne ne lui demande. Lors des séances de dédicaces, elle écoute plus qu'elle ne parle. Lors des réunions de conception de jardin, ses mains effleurent de la terre comme si elle caressait un vieux souvenir. Pas de photographes, pas de tapis rouge, seulement la vie sans fioritures honnête et tendre. La voix qui ensorcelait autrefois Hollywood est devenue le ton doux d'une narratrice dans les petites salles où l'on ne vient pas pour admirer, mais pour comprendre. Dans ses essais, Diane parle de la vieillesse en riant à moitié de façon douce amère et résignée. Dans ses photographies, les théâtres vides et les couchers de soleil dorés tachent les murs silencieux, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour l'écouter respirer. Dans ses interviews, elle met en garde contre l'obsession de l'humanité pour la jeunesse et la perfection plastique, non pas avec jugement, mais avec compassion. Elle ne parle pas pour impressionner, mais pour aider les autres à ne plus avoir peur. La vie de Diane n'est plus définie par les lumières qui l'ont autrefois aveuglée. Elle est définie par une simple question qu'elle s'est posée toute sa vie qui va rester. Et après des décennies d'attente d'une réponse, elle s'est aperçue qu'il n'y avait personne. Mais le miracle, c'est qu'en fin de compte, elle est restée. Elle est restée pour elle-même, non pas parce que quelqu'un l'a choisie, mais parce qu'elle s'est finalement choisie elle-même après tant d'années passées à chercher l'amour ailleurs. L'histoire d'amour inachevée avec Al Pacino est devenue un acte de révérence tranquille. La douleur de la perte de son père s'est transformée en espaces architecturaux de lumière et de bois qui racontent l'histoire d'une âme autrefois brisée.
Et l'amour qu'elle gardait autrefois comme une fragile bougie s'est maintenant répandu chaud et régulier dans sa façon de sauver de vieilles maisons, de nourrir de jeunes artistes et de tendre la main aux étrangers, à ceux qui, comme elle, se sentaient autrefois invisibles. Chaque matin, Diane se réveille dans un monde qu'elle a construit de ses propres mains, un monde où il n'y a personne de l'autre côté de la table et qui est pourtant plein de vie. Il n'y a pas d'homme au petit déjeuner, seulement la lumière du soleil qui tombe sur la table, un chien qui se repose silencieusement à ses pieds et une paix qui ne demande plus la permission de personne. La force, la dignité et le calme ont pris la place de ce qu'elle échangeait autrefois contre des larmes. Elle n'est plus ce que le monde attend d'elle. Elle est ce qu'elle exige d'elle-même. Une femme qui s'est brisée et s'est reconstruite. Une femme qui a redéfini la richesse non pas par l'argent, mais par la sérénité. Les récompenses disparaîtront. Les fortunes seront divisées. Mais la liberté qu'elle a bâtie à partir du sang et de la solitude demeurera. C'est le genre d'héritage qui ne peut être notarié. Elle vit plutôt dans le cœur de ceux qui sont assez courageux pour vivre la vérité. Parce qu'en fin de compte, Diane Keaton n'a pas choisi la solitude, elle a choisi la réalité. Elle a choisi de vivre une vie pleine de sens, même si elle a laissé le monde perplexe. Aucun homme n'est resté. Aucune lignée ne porte son nom. Pourtant, elle a construit un héritage à couper le souffle tranquille, féroce, fier et éternel.